Numéro 2. Autre base anthropométrique. Maintenant que nous avons vu tout ce que la craniométrie peut offrir de ressources dans les recherches comparatives sur les caractères respectifs des races humaines, maintenant que nous avons constaté l'impuissance des anthropologistes à tirer de ces procédés si compliqués la moindre règle qui ait une précision suffisante pour nous guider dans la distinction des groupes ethniques, nous pouvons passer à l'examen des autres procédés anthropométriques qui ont aussi fait l'objet de très savantes études. Cet examen sera si rapide qu'on doit plutôt le considérer comme un simple coup d'œil. À quoi bon d'ailleurs s'appesantir sur des faits d'où l'on ne peut tirer aucune lumière, aucun indice de la vérité? La perforation de la cavité olécrânienne de l'humérus, dont on a voulu faire une particularité ethnique, après l'avoir observée pour la première fois sur des squelettes de Hottentots, est complètement négligée. On l'a rencontrée dans toutes les races et dans des proportions remarquables parmi les anciennes populations de la France. C'est au point que sur 47 montagnards de l'Induve siècle, le phénomène se vérifie dans une proportion de près de 28%. La platycnémie, jambe en lame de sabre, qui résulte peut-être de l'aplatissement latéral du tibia, n'est pas plus particulière à telle race qu'à telle autre. De même que la perforation olécrânienne de l'humérus, elle semble se produire dans une certaine phase de développement de chaque race. Il faudrait alors la considérer plutôt comme un de ces signes anthropogéniques qui prouvent que toutes les races subissent une même évolution, tant dans l'ordre physique que dans l'ordre intellectuel et moral. C'est une question importante que nous aurons à étudier. Un point des plus intéressants dans les différentes comparaisons que l'on a faites des squelettes humains de races diverses, c'est la proportion des membres supérieurs et des membres inférieurs. Des mensurations incertaines, exécutées avec plus ou moins de soin, avaient décidé certains anatomistes ou anthropologistes à déclarer que l'avant-bras de l'homme noir, comparé au bras, est plus long que celui de l'Européen. Depuis cette découverte ingénieuse, on s'est efforcé, par toutes sortes de procédés, à inventer des mesures précises afin de fixer l'exactitude de ce fait. Mais la plus grande confusion règne dans les chiffres. Un savant sérieux ne saurait y voir que l'une de ces fantaisies dont parle M. de Rosny. Le but de ceux qui soutiennent ou ont soutenu ces paradoxes est surtout de démontrer qu'il existe un rapprochement plus ou moins valable entre l'Africain et le singe. White, Humphrey et Broca n'en ont point fait mystère. Cependant, il y a bien lieu de croire qu'en déduisant une telle conséquence de ce caractère supposé ou même positif et inconstable, ils avaient complètement oublié toutes les autres constatations de l'anatomie comparée, pour ne s'arrêter qu'à un détail qui s'adapte plus particulièrement à leur doctrine scientifique. Le plus évident jusqu'ici, dit le professeur Topinard, c'est que les proportions de l'homme ne se rapprochent ou ne s'éloignent pas de celles de l'anthropoïde par toutes les parties du squelette à la fois, mais tantôt par l'une, tantôt par l'autre, sans qu'il y ait de règles à établir, de prévisions possibles. Rien n'est plus opposé à la théorie monogéniste d'une gradation hiérarchique des races et plus conforme au contraire à celle des formations parallèles. Un type est supérieur par un point et inférieur par un autre. Il en est de même dans la famille des anthropoïdes, il y a divergence de proportions entre leurs genres et leurs espèces, comme entre les races humaines. Avant et au-dessus des conséquences qu'on a voulu déduire de la différence proportionnelle des membres inférieurs et supérieurs de l'Africain comparés à ceux de l'Européen, il faut mentionner celle qu'on a inférée de la conformation du bassin dans les divers groupes de l'espèce humaine. En mesurant les dimensions du bassin, au point de vue de l'anatomie comparée, on a observé que sous ce rapport les animaux offrent une différence notable avec l'homme. Tandis que parmi tous les mammifères, la longueur du bassin l'emporte sur sa largeur, c'est le fait tout contraire qui se manifeste dans notre espèce. Cependant, les chimpanzés tiennent à peu près le juste milieu, ayant les deux diamètres de la cavité pelvienne presque égaux. Le gorille et l'orang, inférieurs aux chimpanzés sous d'autres rapports, se rapprochent encore plus de l'homme sous celui-là. On pensa bientôt à y établir une différenciation entre les noirs et les blancs. Camper et Summering déclarèrent que le bassin du noir est en général plus étroit que celui de l'Européen. Cuvier confirma leur opinion en affirmant que, sous ce rapport, la Vénus Hottentot présentait des caractères patents d'infériorité. Weber et Vrolik, sans être aussi tranchants dans leur déduction, avancèrent également le même fait. Suivant le premier, les principales formes du bassin se réduisent à 4 et se rencontrent dans toutes les races humaines,
mais la forme ovale se laisse voir plus souvent chez le blanc européen, la carrée chez le mongol, la ronde chez l'américain et la cunéiforme dans la race noire. La dimension carrée et cunéiforme de l'orifice supérieur de l'excavation pelvienne ne se rencontre pas dans la nature. Vrolik, tout en sacrifiant à l'opinion commune, quand il déclare que le bassin de l'homme noir présente une configuration qui se rapproche de l'animalité, reconnaît déjà la gracilité du bassin de la femme noire. Or, quoi qu'en ait pensé M. Pruner-Bay, il est évident que, lorsqu'il s'agit d'étudier les différences ethniques que présente la configuration du bassin dans les groupes humains, c'est bien sur la femme que doivent se diriger les investigations scientifiques. La nature a mis un sceau sur la conformation anatomique de chaque sexe. Si elle a donné la prééminence à l'homme pour tout ce qui touche au cerveau et à la vigueur musculaire, elle a surtout donné à la femme tous les dons supérieurs qui concourent à la reproduction et à la conservation de l'espèce. Or, le bassin est, pour ainsi dire, la coupe où vient s'adapter l'organe même de la maternité, le véritable vase d'élection de l'humanité. Pour se pénétrer de cette idée, on n'a besoin de recourir à aucune doctrine ésotérique, à aucune téléologie transcendantale. D'ailleurs, pour comparer raisonnablement les caractères que signale la pelvimétrie dans les différentes races humaines, il ne faudrait pas mettre en regard des bassins du sauvage nigricien ceux des Européens modernes, déjà civilisés, ayant un genre de vie infiniment plus facile et plus élevé que l'africain. C'est à l'anthropologie préhistorique de l'Europe qu'il faudrait plutôt faire appel en mettant les types blancs, disparus ou devenus rares, de l'époque de la pierre polie ou de l'âge de bronze à côté des peuples noirs ou jaunes dont l'évolution historique présente actuellement une phase semblable. De plus, les listes que l'on nous offre sont si maigres qu'elles n'ont aucune signification. Pourquoi, par exemple, le tableau de M. Topinard est-il si parcimonieux en fait d'européennes dont il offre seulement 4 bassins quand il a pu s'en procurer 8 d'africaines? Ne serait-ce pas, ici comme ailleurs, l'éternel jeu, la prestigieuse fantasmagorie des moyennes dont j'ai déjà parlé? J'avoue que lorsque j'entends un anthropologiste exposer à ses collègues les résultats qu'il a obtenus à l'aide de ces moyennes, je me rappelle invinciblement ce que dit le caustique orateur romain sur la contenance de 2 augures qui se regardent. On a besoin alors de bien grands efforts pour ne point partir d'un de ces éclats de rire bruyants qui trahissaient les dieux du vieil Homère. Suivant le docteur Verrier, préparateur à la faculté de médecine de Paris, on peut réunir les bassins de toutes les races connues en 3 grandes classes. La première, dit-il, comprenant les bassins de toutes les femmes d'Europe, moins la Laponne, de la Turquie d'Asie, de l'Égypte, de la Nouvelle-Guinée, des négresses de la Guadeloupe et de la côte occidentale d'Afrique, ou Wolof. La deuxième classe, comprenant les bassins des femmes syriennes, persanes, kanaks, australiennes, péruviennes, mongoliennes et chinoises, anamites, laponnes et samoyèdes. Enfin, les bassins de la troisième classe, de beaucoup moins connus en raison du petit nombre qu'on en possède, appartiennent aux négresses du centre et du sud de l'Afrique, aux négritos, aux papous et aux bogeman. On remarquera que dans cette classification, toutes les races sont amalgamées dans les diverses classes, excepté la dernière où il ne se trouve que des races noires puisque les boshimans, malgré la clarté relative de leur peau, ont toujours été classés parmi les peuples noirs. Il faut encore observer que cette classification, selon l'opinion de l'auteur, n'a qu'un caractère purement obstétrical. Il n'admet pas les nomenclatures anthropologiques de Weber ou de Joulin. Il n'y a pas plus de bassin carré ou rond qu'il n'y a de bassin cunéiforme dans l'espèce humaine, dit-il. La forme générale est plus ou moins ellipsoïde. Les nègres présentent des races multiples comme les blancs et les bassins des négresses de la Guadeloupe ou des Wolofs de la côte occidentale d'Afrique sont aussi grands, aussi bien conformés que les plus beaux types européens. Ces paroles nous dispensent de tout autre commentaire.